Une vidéo sur le calcul de l'ondulation de courant dans un hacheur associé à une machine à courant continu. Je voulais préciser le calcul de l'ondulation de courant qui est régulièrement demandé en concours. Alors c'est un calcul assez simple. Et en même temps, si on cherche l'ondulation de courant, ben, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour regarder l'influence de l'ondulation de courant sur la charge mécanique. Le courant, c'est le couple, et quelque part, le couple, c'est la vitesse. Donc on terminera en regardant un petit peu rapidement quelle est l'ondulation de vitesse ou de couple associée à cette ondulation de courant. Alors l'objectif, il est simple, il est de préciser les hypothèses de calcul qui permettent de déterminer l'ondulation de courant et de discuter un petit peu de ces hypothèses et de leur domaine de validité pour une machine à courant continu, et puis regarder l'influence sur l'ondulation de couple et finalement l'influence sur la vitesse. On va poser le problème de manière assez simple. Une machine à courant continu avec donc sa vitesse de rotation oméga de t, son couple électromagnétique CEM, un couple résistant qui s'oppose au couple électromagnétique CR qui lui dépend de oméga. Le couple électromagnétique dépend du temps, aussi de la vitesse, puisque la vitesse dépend du temps. Une charge relativement simple qu'on décompose comme un frottement sec plus un frottement visqueux. Alors on pourrait avoir d'autres types de charges, ça compliquerait un tout petit peu l'étude dans sa partie finale. Une tension hachée à rapport cyclique alpha, donc tout simplement entre 0 et U. Et le modèle RLE du moteur à courant continu, résistance d'induit, inductance de fuite, force contre-électromotrice. Voilà, rien de très très compliqué. On retiendra l'équation de la dynamique, J d oméga sur dt, donc c'est CEM moins CR de t. Et on va se placer en régime permanent. Ce régime permanent implique que toutes les grandeurs sont périodiques. Alors des fois on va un peu vite, on dit régime permanent, toutes les grandeurs sont continues. En réalité c'est pas ça. Un régime permanent nous dit que les valeurs efficaces et les valeurs moyennes n'évoluent plus. Ce qui ne veut pas dire que les grandeurs sont constantes. Ce qui veut dire qu'elles sont périodiques et d'amplitude et de valeur moyenne constante. Si toutes les grandeurs sont périodiques, on l'a vu dans le cours sur les signaux, ça veut dire qu'on peut écrire toutes les grandeurs sous la forme d'une composante continue et d'une composante ondulatoire. La composante ondulatoire étant systématiquement à valeur moyenne nulle. Donc on écrit ça pour la force contre-électromotrice. On écrit ça pour la vitesse de rotation. Toutes nos grandeurs, en fait, on peut l'écrire. Mais si on prend ces deux grandeurs et qu'on ajoute le fait que la force contre-électromotrice, c'est k oméga de t, et ben on déduit immédiatement que la valeur moyenne E0, c'est k oméga 0, lorsqu'on prend ces deux relations-là. Il suffit de faire une égalité des valeurs moyennes. Je ne passe pas de temps là-dessus. Le courant moteur, de la même façon, on va l'écrire sous la forme de sa composante continue et sa composante ondulatoire, de même que le couple électromagnétique, qu'on va écrire sous la forme de sa composante continue et sa composante ondulatoire. On rajoute que le couple électromagnétique, c'est K IM de T, et donc, de la même façon, on va montrer que le couple moyen, c'est K fois I0. Voilà, c'est pourquoi souvent on néglige cette composante ondulatoire et on passe directement aux valeurs moyennes, parce qu'on retrouve, vous voyez, les deux relations qu'on avait déjà, mais en fait, en réalité, le régime permanent nous permet simplement d'écrire que les grandeurs sont périodiques. Alors si on prend notre relation là-haut, J d oméga sur dt égale CEM moins CR d'oméga, c'est pareil, on dit oméga est constant, donc J d oméga sur dt est nul, donc CEM égale CR. En réalité, c'est pas ça. Il faut dériver des oméga sur dt. Or, oméga, c'est oméga 0 plus oméga ondulation. Alors, dériver de oméga 0, c'est nul. Mais dériver de oméga ondulation, ah bah oui, si je prends la valeur moyenne de la dérivée de oméga ondulation, à ce moment-là, c'est bien nul. Et à ce moment-là, je trouve bien que la valeur moyenne de CEM égale la valeur moyenne de CR, puisque la somme des deux est nulle. Enfin, la différence des deux est nulle, donc ils sont égaux, et on trouve bien CEM de t égale CR de t. De oméga, pardon. Voilà. Alors, pour faire notre étude, maintenant, on va commencer par rechercher le point de fonctionnement.
On va commencer par écrire une loi d'émail toute simple. Cette loi d'émail, c'est U de t égale UR plus UL de t plus E de t, tout simplement la maille qu'on écrit ici. Ça, on l'a déjà fait plein de fois. On passe aux valeurs moyennes. Pas de difficulté, la valeur moyenne d'une somme, la somme des valeurs moyennes. On remplace ensuite après dans UR, c'est R, IM. IM, on a son écriture en composante continue plus composante ondulatoire. Valeur moyenne de l'inductance, on l'a déjà dit en régime permanent, U égale LDI sur dt. Donc si on fait la valeur moyenne de DI sur dt, c'est nul, vu que I est une composante en régime permanent. Et E de t, on écrit sa décomposition en composante continue et composante ondulatoire. On répartit un petit peu tout ça et on arrive tout de suite à alpha U égale RI0 plus E0. Alors alpha U, on l'a ici, RI0, E0. Et après, oui, il y a les valeurs moyennes des composantes ondulatoires. Ces valeurs moyennes des composantes ondulatoires sont nulles. Donc voilà pourquoi quand on va un peu vite et qu'on se débarrasse des composantes ondulatoires, on dit voilà, on est en régime permanent, toutes les grandeurs sont continues. Non, en fait, on a un petit abus de langage. Il faudrait dire que on travaille uniquement sur les valeurs moyennes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ondulation de courant, tension, vitesse, couple. Alors on continue pour la recherche du point de fonctionnement. Alpha U égale RI0 plus E0, c'est ce qu'on vient d'écrire à la diapo précédente. Du coup, on va simplement réécrire en prenant en compte que E0 c'est K oméga 0, C0 c'est KI0, c'est ce qu'on avait vu dans les toutes premières diapos. Je remplace ici I0 par C0 sur K et je remplace E0 par K oméga 0. Alors comme on veut se placer dans le plan couple vitesse, il faut que je sorte ici le couple. Donc le couple à ce moment-là, c'est K alpha U sur R moins K carré oméga 0 sur R. Alors c'est un calcul qu'on a déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà fait dans le cours sur le moteur à courant continu. Donc ça c'est la caractéristique de couple du moteur à courant continu à un point de fonctionnement alpha U, donc qui dépend de la valeur de alpha. On a donc un réseau de courbes pour différentes valeurs de alpha. Donc je place ici arbitrairement une de ces courbes, qui est une droite en fait, une droite assez verticale, puisque finalement plus R est faible, ici on a plus R est faible, plus la droite est verticale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement lorsque le couple monte, on se déplace par ici sur la caractéristique, la vitesse baisse un peu. Et donc on trouve le point de fonctionnement ici de notre machine avec C0, oméga 0. Voilà un petit rappel, quelque chose qu'on avait déjà fait pour trouver le point de fonctionnement de la machine. On en aura besoin un petit peu des éléments qu'on a ici pour calculer l'ondulation de courant du moteur à courant continu. Alors, pour l'ondulation de courant, on va repartir de notre loi d'émail. Toujours pareil, mais on ne peut pas passer aux valeurs moyennes, parce que si on passe aux valeurs moyennes, l'ondulation, elle disparaît. Donc il faut rester en valeur instantanée. On va remplacer donc UR de t par R IM de t. IM, c'est I0 plus I ondulation. On garde maintenant la tension aux bornes de l'inductance, L DI sur dt, donc L DI0 plus DI ondulation sur dt, plus E de t, E0 plus E ondulation de t. Alors, on va réunir un petit peu ce qu'on a développé et réunir ce qu'on connaît déjà. On développe dans un premier temps RI0, RI ondulation. La dérivée de I0, c'est 0, c'est une constante I0, donc là, il n'y a pas trop de soucis. On garde la dérivée de l'ondulation. Et on a ici notre E0. Alors, on peut se rappeler que RI0 plus E0, c'est alpha U. Auquel cas, quand on regroupe tout ça, c'est vrai que ce qu'on va utiliser, c'est D de I ondulation. C'est ça qu'on a besoin de calculer. On va partir de la dérivée de l'ondulation pour déterminer l'ondulation. Donc on met notre D de I ondulation d'un côté, 1 sur L, et on trouve tout ça. On reprend cette équation, on réunit RI0 et E0, ça c'est alpha U. Et voilà notre équation qui nous permet de déterminer l'ondulation de courant. Alors, on fait une petite pause sur cette équation. Déjà, c'est une équation différentielle. Elle est un petit peu complexe, du premier ordre. D de I ondulation et I ondulation, on voit d'un côté. Ici, on a la dérivée du courant ondulé. Ici, on a le courant ondulé.
Et on a aussi une autre partie variable hein, qui est l'ondulation de la force contre-électromotrice. Et l'ondulation de la force contre-électromotrice est liée à la variation de couple qui est liée à l'ondulation de courant. Donc finalement, c'est un problème assez complexe à résoudre comme ça. Disons que parfois, on le voit résolu en gardant la valeur et ondulation, mais en négligeant cette partie-là, parce que le calcul devient vite très lourd. L'objectif ici n'est pas de faire des maths, mais de regarder comment est-ce qu'on peut simplifier ce problème et de voir si la simplification est valable. Il ne s'agit pas de simplifier juste pour dire on fait des calculs simples, il s'agit de faire des simplifications dans un domaine où c'est valable, donc toujours avoir un recul sur la validité des hypothèses simplificatrices. Alors l'hypothèse simplificatrice, c'est de négliger R et ondulation plus E ondulation par rapport à U de t moins alpha U. Sur le principe, R est petit, l'ondulation de courant est petite, l'ondulation de tension est petite. Sur le principe, c'est tout à fait valable. RI, c'est généralement, au pire, environ 10-15% de U. L'ondulation de tension liée à l'ondulation de vitesse, ça dépend énormément de la charge. On le verra à la fin de l'inertie qui est en place sur la machine. Si on a une très faible inertie, on peut avoir une ondulation de vitesse. Sinon, c'est très faible. Par contre, on peut quand même regarder que U de t vaut soit U, soit 0. Lorsque U de t vaut U, attention lorsque alpha vaut 1, parce qu'à ce moment-là, j'ai U moins U, ça fait 0, et je néglige 0 devant 0, je n'ai pas vraiment le droit. Et attention lorsque U de t vaut 0, et lorsque alpha vaut 0. Donc on voit qu'il faut faire attention au domaine de validité, essayer de ne pas se rapprocher des valeurs extrêmes de alpha qui valent 0 et 1. On verra si tout ça c'est valable. Moyennant quoi, si on fait cette hypothèse simplificatrice, ce terme-là, il s'en va, et à ce moment-là, on a la dérivée de l'ondulation qui vaut 1 sur L U de t moins alpha U, ce qui est quand même vachement plus simple. Alors c'est une constante par intervalle, c'est une constante de 0 à alpha t et de alpha t à t, puisque U de t vaut U de 0 à alpha t, et il vaut 0 de t à alpha t. Alors justement, on va le regarder, là on a notre U de t, et donc on a une première partie où on regarde un petit peu ce qui se passe, donc de t compris entre 0 et alpha t, on a U de t égale U, alors à ce moment-là, on a d de U ondulation égale U moins alpha U sur L, alors ça c'est constant pour le coup, et donc ça veut dire que U moins alpha U c'est positif, donc ça veut dire que j'ai un courant qui croît linéairement d'une valeur minimum à une valeur maximum pendant la durée alpha t. Et la pente de croissance, c'est U, facteur de 1 moins alpha sur L. J'ai tout simplement mis U en facteur ici. U facteur de 1 moins alpha sur L. Donc c'est quelque chose que je peux écrire comme ça, un courant mini jusqu'à un courant maximum. Pendant la durée alpha t, je vais trouver du coup une ondulation de courant qui vaut delta I égale tout simplement ma pente fois la durée pendant laquelle il y a une croissance du courant. Et du coup, voilà, on a notre ondulation de courant. On a notre ondulation de courant, sauf qu'on avait dit qu'il fallait faire peut-être attention lorsque U vaut... petit U de t vaut U et que alpha vaut 1. Là, on avait dit que ça pouvait poser problème. Donc, c'est pas grave, on a quand même un domaine de validité qui est assez grand. L'autre possibilité, c'est finalement de regarder ce qui se passe de alpha t à t. Donc de alpha t à t, on a U de t qui vaut 0. Donc du coup, mon d de I ondulation sur dt, il vaut moins alpha U sur L. Du coup, mon courant, il décroît suivant une pente, moins alpha U sur L, pendant une durée qui vaut t moins alpha t. Et donc le delta I, que je peux calculer de la même façon, il vaut alpha U sur L, fois la durée, 1 moins alpha sur t, et c'est le même résultat que celui qu'on avait avant. Et vous voyez qu'on a finalement deux moyens de calculer notre ondulation de courant qui nous amènent au même résultat. Donc ce problème qui consiste à avoir une valeur de alpha grande lorsque au final U de t vaut grand U, ou une valeur de alpha faible lorsque U de t vaut 0,
eh ben, on fait le calcul finalement de l'autre côté. Hein, et donc ça, c'est pas gênant, et on voit bien que de toute manière, voilà. D'autant qu'au final, on se rend compte que l'ondulation, elle va se rapprocher de 0 lorsque on se rapporte des valeurs de alpha, et nous, ce qu'on veut, c'est finalement minimiser cette ondulation. Donc pour minimiser dans tous les cas cette ondulation, on recherche quand est-ce que cette ondulation est maximum. L'ondulation maximum est obtenue pour la valeur alpha égale 1,5. Alors ça se montre très rapidement, on dérive delta i par rapport à alpha, on a ici quelque chose qui est du deuxième ordre, on obtient un 2 alpha, ici on a un alpha carré moins alpha, ou un moins alpha carré plus alpha, on dérive et on obtient que l'ondulation est maximum pour alpha égale 1,5, et donc bah voilà, alpha égale 1,5, c'est généralement pour cette valeur-là qu'on mesure l'ondulation, qu'on calcule l'ondulation maximum, donc les valeurs un petit peu limites aux deux extrémités ne sont finalement pas très gênantes. Voilà, vous voyez que le calcul de l'ondulation de courant est quelque chose tout de même d'assez simple. Et on n'a pas besoin de faire les deux calculs. Un seul des deux calculs suffit pour nous amener au résultat. Alors maintenant, si on regarde un petit aparté sur ce qui se passe aux bornes de l'inductance. J'entends souvent dire, comme l'inductance est élevée, le courant est continu, donc si le courant est continu, la tension aux bornes de l'inductance est nulle. Bah voyons. Alors on va vérifier. U de T, UR plus UL plus E, toujours notre loi d'émail, c'est la même, elle n'a pas bougé. Hein. On réécrit ça en valeur instantanée. UL de T, du coup, là je ne dis rien sur UL, je cherche à le calculer, c'est U de T moins R, I0 plus I ondulation, etc., etc. Alors je vais négliger, je réécris un petit peu tout ça, hein, je vais négliger mes deux ondulations, comme tout à l'heure, hein, devant la valeur de U de T, ce qui n'est pas du tout choquant. On l'a vu tout à l'heure. Et donc je me retrouve avec un UL de T qui vaut U de T moins alpha U. Et puis alors si je néglige ces deux termes, j'ai quelque chose d'assez simple. Avec l'hypothèse simplificatrice, de 0 à alpha T, j'ai U de T égale U. Et à ce moment-là, ça me donne UL de T égale U moins alpha U, c'est-à-dire 1 moins alpha U. Voilà, j'ai une valeur qui est comme ça et constante. En réalité, elle bouge un tout petit peu liée au RI. Ondulation, mais elle est légèrement croissante, mais c'est pas du tout gênant. On ne le voit pas en fait à l'oscilloscope, on observe bien hein, quand on met une inductance en série, hein, parce qu'on peut évidemment pas mesurer l'inductance, la tension aux bornes de l'inductance de fuite, hein, il faut rajouter une inductance en série et regarder ce qui se passe aux bornes de cette inductance, on voit bien ce genre de courbe. Pour la deuxième partie, d'alpha t jusqu'à t, on a U de t égale 0, et on fait le calcul avec ce qu'on a eu avant, et on trouve UL de t égale moins alpha U, et donc voilà notre tension en borne de l'inductance. Donc vous le voyez, ça c'est pas du tout nul. Hein. Et petite particularité, cette tension ne dépend pas de L, la valeur de l'inductance. C'est finalement le circuit extérieur qui impose la tension aux bornes de l'inductance, et c'est cette tension aux bornes de l'inductance qui fait la croissance et décroissance du courant. UL égale L dI sur dt, dI sur dt égale UL sur L. Donc finalement, la valeur de l'inductance nous dit simplement si le courant va croître rapidement ou pas. Plus la valeur de L est grande, plus le UL sur L est petit. Puisqu'encore une fois, UL, il est fixé, c'est 1 moins alpha U. C'est pas quelque chose qui dépend de, je sais pas, de la valeur de L. Non, non. La valeur de L ne va influer que sur la croissance et décroissance du courant. Une tension positive, le courant monte. Encore une fois, hein, D de I sur dt, c'est UL sur L. Une tension négative, le courant décroît. On peut remarquer que si alpha est petit, eh bien, si alpha est petit, je vais avoir une tension qui va se rapprocher de U ici, cependant que la tension ici va se rapprocher de 0. Eh bien oui, si on a peu de temps pour monter, il faut monter plus vite. Et comme on a beaucoup de temps pour descendre, il faut redescendre moins vite. Pour avoir la même ondulation positive et négative. Sinon, si on monte et qu'on descend à la même vitesse, bah dès que la valeur de alpha est différente d'1,5, ça ne marche plus.
Alors, on peut regarder un petit peu l'histoire de la valeur moyenne. Ici, j'ai mis la valeur moyenne de la tension aux bornes du hacheur. Mais on peut regarder la valeur moyenne de la tension aux bornes de l'inductance. Donc, valeur moyenne, on fait la somme de cette surface, c'est un rectangle, plus cette surface-là, c'est un autre rectangle. On additionne ces deux surfaces, on divise par la période. Et bien là, le rectangle, ici, on a alpha t. La hauteur, c'est 1 moins alpha u, donc ça fait alpha t facteur de 1 moins alpha u. Le deuxième morceau, ici, on a t moins alpha t, ou 1 moins alpha facteur de t, et la valeur, c'est moins alpha u. Et on remarque que ces deux valeurs sont égales. Et oui, c'est la valeur moyenne de la tension aux bornes de l'inductance qui est nulle, mais pas en valeur instantanée. En valeur instantanée, on a des tensions qui sont loin d'être négligeables, et qui sont totalement indépendantes de L. Voilà, ça c'était un petit aparté sur les petites bêtises qu'on entend parfois sur ce qui se passe aux bornes de l'inductance. Alors on va terminer très vite avec l'ondulation de couple. Alors l'ondulation de couple, une fois qu'on a le courant, ça c'est facile à dire, hein. IM c'est I0 plus I ondulation, on l'a déterminé, I ondulation, hein, donc il n'y a pas de souci. Le couple électromagnétique c'est C0 plus C ondulation. Donc du coup, le couple électromagnétique, c'est KI0 plus K ondulation. Voilà. Et le couple électromagnétique, c'est C0 plus KI ondulation. Facile. Facile. Donc on a l'influence directe de l'ondulation de courant sur notre couple. Vient se superposer au couple moyen, un couple ondulant. On va regarder un petit peu la même chose sur notre oméga de t. Oméga de t, c'est oméga 0 plus oméga. On a notre frottement qui vaut CF7 plus F oméga. On remplace oméga de t là-dedans. Et on va obtenir un CF7 plus F oméga. Ça, c'est le point de fonctionnement qu'on avait tout à l'heure. CF7 plus F fois oméga 0, ça, c'est C0. Ici. Et il nous reste F oméga ondulation. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire à partir de ces trois équations-là. Il ne nous reste plus qu'à écrire le J de oméga sur dt égale CEM de t moins CR de t. Alors le d oméga sur dt, ça va nous faire la dérivée de l'ondulation, puisque la dérivée de oméga 0, c'est nul. CEM de t, on va remplacer par ça. Le voilà, il est ici. Et CR de t, on va remplacer par cet élément-là. On voit que les deux couples C0 vont s'annuler. Et on obtient donc une équation différentielle qui fait apparaître la valeur de l'ondulation de vitesse avec le terme F sur J sur l'ondulation de vitesse et K sur J et ondulation, où on pourrait mettre le couple électromagnétique ondulé, CEM ondulé, sur J. Parce que KI ondulé, c'est le couple électromagnétique, c'est l'ondulation du couple électromagnétique. Alors je m'arrête là. Parce que cette équation, elle n'est pas forcément facile à résoudre, parce qu'en fait, il faudrait relier, pour être très propre, il faudrait relier l'ondulation de courant à l'ondulation de vitesse. On voit que les deux sont liés, l'un influence sur l'autre. Mais on peut cependant remarquer deux, trois petites choses. On a un facteur K sur J, c'est-à-dire plus on a une constante de couple importante et plus l'influence de l'ondulation de courant va être importante. Ici, je fais remarquer quand même que c'est la réponse oscillatoire d'un système. Alors je peux essayer de découpler les deux. Je peux essayer de résoudre en disant finalement mon système répond à une ondulation de couple et que l'ondulation de vitesse va peu influencer mon ondulation de courant. Et c'est une hypothèse qui est relativement vraie. Ça dépend encore une fois, il faut encore une fois préciser, si on a une forte ondulation de vitesse, c'est plus vrai. Mais si on trouve à la fin une ondulation de vitesse de quelques pourcents, c'est vrai. Si on a 20-30% d'ondulation de vitesse, on ne peut plus l'écrire. Alors, si j'ai un gros couple, on est ici en régime oscillant forcé. C'est-à-dire qu'on a ici une équation différentielle du premier ordre qui est égale à une fonction périodique qui est parfaitement déterminée. Donc c'est une réponse à un régime oscillant forcé qu'on traite normalement tout simplement avec un diagramme de Bode. Ici j'ai un premier ordre, je trace ma courbe, hop, la fréquence de coupure. Ici j'ai ma pulsation, donc ma pulsation de coupure, allez hop, ma fréquence ici grand T, on est à combien de décades, 1, 2, 3, 4 décades, je ne sais pas, et on a donc l'atténuation entre l'amplitude de ma fonction et l'amplitude d'ondulation forcée et ma réponse. C'est l'objet d'un autre cours.
Je vais simplement regarder un petit peu ce qu'on peut dire sur ces constantes. Donc, si la constante de couple est élevée, on aura une influence importante du couple sur la vitesse, c'est logique. Si la valeur de J, l'inertie, est importante, à ce moment-là, on va atténuer l'influence du couple. C'est-à-dire que plus j'ai une charge importante, plus l'ondulation de vitesse résultant de l'ondulation de couple sera faible. J'ai un autre élément ici qui est le F sur J, qui est quelque part ma constante de temps, ici la pulsation de l'ensemble, et je vois que de la même façon, je vais avoir un décalage de cette constante avec une valeur de F qui augmente, c'est-à-dire qu'en fait, une modification de vitesse entraîne une modification de couple importante, hein, c'est le couple visqueux, et la même influence sur J. Voilà, ça s'étudierait dans un premier temps en diagramme de Bode, en considérant qu'ici on a un premier ordre, donc on tracerait en oscillation forcée, on ferait une approximation au premier harmonique, c'est-à-dire qu'on remplacerait mon signal triangulaire de l'ondulation de courant par un signal sinusoïdal. On ferait attention aux amplitudes qui ne sont pas les mêmes, il y a des petits facteurs racine de 3, racine de 2 qui se baladent, et on regarderait où est-ce qu'on en est entre la fréquence de l'ondulation de courant et la fréquence de coupure, ici c'est la pulsation, hein, F sur J, que j'ai sur mon système. Voilà. Donc c'est terminé pour cette petite partie-là. En deuxième année, ce problème se traite en Laplace, hein, évidemment. Là, je voulais juste avoir un petit mot pour dire que ça peut se résoudre dans le domaine temporel avec les équations qu'on utilise, les équations différentielles, et ça s'écrit tout de même assez joliment, sauf qu'on se rend compte qu'ici, on a quand même une petite difficulté. Donc ça se résout en Laplace et en modélisation. Voilà pour ce cours.